Quand on pense aux instants les plus critiques, aux moments les plus fatidiques, en tant que révolutionnaire socialiste de diverses branches, on peut alors justement songer aux situations révolutionnaires, ces périodes où les conditions socio-matérielles sont si explosives que s'ouvre alors la possibilité d'un dépassement révolutionnaire du capitalisme. Ces situations où la moindre erreur peut se payer en multiples défaites et en milliers de vies humaines. Cependant, les situations délicates ne se résument pas à celles-ci. En effet, elles incluent de même ces longues phases de reflux des luttes et de recul des conquis sociaux au cours desquelles il peut être tentant de s'ossifier, de se replier sur soi en refusant toute remise en question, ou de se perdre dans un aventurisme désastreux, ou encore de se trahir en reniant tous nos principes pour à la place se laisser porter par les courants favorables du moment. Le tournant néolibéral fut l'une d'entre elles. Pour résumer très grossièrement, ce dernier émergea suite à un contexte où le développement des forces productives des précédentes décennies avait permis une hausse de la consommation individuelle, tandis que les luttes du mouvement ouvrier ont assuré que ce potentiel soit réalisé via de nouveaux conquis sociaux obtenus au cours d'une phase de compromis social-démocrate. Cependant, cette phase de prospérité permit d'une part à une bourgeoisie, sortie affaiblie d'une Seconde Guerre mondiale destructrice où elle a massivement collaboré, de s'enrichir à nouveau et de réaccumuler quelques possessions, donc de retrouver de sa puissance. Or, ce compromis SOCDEM a aussi favorisé un fort transfert du prolétariat vers la CMS, la classe moyenne salariée, ce qui a donc quelque peu affaibli les mouvements ouvriers, ces derniers étant aussi en proie à leur élite bureaucratisée. La bourgeoisie était alors en position de contre-attaquer. Mais encore fallait-il une raison qui la pousse à passer à l'acte, qui la pousse à agir en tant que sous-officière du capital. Celle-ci fut la crise du modèle fordiste, déjà en proie à une baisse du taux général de profit et en crise à cause des chocs pétroliers qui ont enrayé les gains de productivité sur lesquels ils reposent en priorité. La bourgeoisie contre-attaqua donc, plus ou moins fort selon les endroits, pour soit enrayer, bloquer ou inverser le progrès social, bien évidemment aux dépens du prolétariat. Ainsi fut-il une dure épreuve pour les diverses forces de gauche en présence, y compris en France. Face à lui, le PS versa pleinement dans la compromission opportuniste. Ah, certes, c'était déjà depuis longtemps un parti réformiste, en fait social-démocrate, mais il alla alors jusqu'à trahir la social-démocratie elle-même en allant jusqu'à impulser lui-même le tournant néolibéral avec le tournant de la rigueur. Plus tard, les mesures néolibérales prirent le pas sur les conquis sociaux, avec par exemple les privatisations du gouvernement Jospin, et plus récemment le quinquennat Hollande où fut directement appliquée la politique du patronat. Du côté du PCF, parti issu d'une scission majoritaire de la SFIO dans les années 1920 en vue de se préparer au dépassement révolutionnaire du capitalisme, on était déjà passé par bien des déboires. Stalinisme, bocarisme, eurocommunisme. Autant dire qu'il n'était déjà plus qu'un parti de gauche réformiste. Ses réactions au tournant néolibéral fut donc à la hauteur de cet état de fait. Ayant versé dans le ministérialisme en participant au gouvernement Mauroy, il fut pris au dépourvu par le tournant de la rigueur et dut quitter le gouvernement, affaibli par cet échec. Du fait de la conjonction de la poursuite du tournant néolibéral et du discrédit jeté sur le mouvement communiste à la suite de la nécrose puis de la chute de l'URSS, il devint ensuite un simple parti social-démocrate de gauche ramollissante. Là aussi donc, la compromission opportuniste fut de mise, quoique sans être allé aussi loin que le PS. Quelques groupuscules ont entre-temps versé dans un terrorisme voué à l'échec, car déconnectés des luttes de masse, minoritaires et organisés de façon crypto-blanquiste. Organisation paramilitaire de type révolutionnaire professionnel opérant sous la forme de conspiration, d'attentats, etc. Le tout dans le cadre d'une situation sûrement pas révolutionnaire. De la compromission aventuriste dans ce cas. Ma liste n'est pas exhaustive, c'est pourquoi je vais maintenant aller directement au cœur du sujet de cette vidéo, à savoir la réaction de la LCR et de Lutte ouvrière au tournant néolibéral. Lutte ouvrière est un parti politique héritier du groupe Barta, une minuscule formation trotskiste originellement marginale, une dizaine de membres à ses débuts, et ayant scissionné de la 4e internationale car la trouvant petite bourgeoise.
À la suite de quelques péripéties, dont un éclatement pour cause de dissension suivi d'une reformation, mai 1968 et la période de forte montée des luttes qui suivit leur permit de se renforcer, de gagner en militants, passant de quelques dizaines à plusieurs centaines, puis finalement de se présenter au présidentiel, quitte à se contenter de modestes scores, autour de la porte-parole mémorable que fut Arlette Laguille. De son côté, la LCR est issue des Jeunesses communistes révolutionnaires, elle-même issue d'une scission de l'UEC, la section étudiante du PCF, et du Parti communiste internationaliste, un parti trotskiste de tendance franquiste du nom de Pierre Franck, affilié à la SICI, c'est-à-dire à la 4e internationale secrétariat unifié, issue de la fusion de 3 mouvements. Les deux se sont distingués, comme la LCR à leur suite, par leur implication dans les luttes anti-impérialistes au sein des colonies, puis ex-colonies françaises. Là encore, mai 68 et sa suite ont profité à la LCR, qui a obtenu un certain nombre de soutiens venus d'extrême gauche et pu être en mesure de présenter Alain Krivine au présidentiel, même si le score fut modeste. Il existe cependant quelques différences entre ces deux formations. En effet, Hello était et reste toujours idéologiquement un parti trotskiste orthodoxe, attaché à la révolution, au centralisme démocratique et considérant le processus électoral comme secondaire. Leur marginalité longtemps prolongée n'est pas étrangère au relatif maintien de cette ligne radicale au cours du temps. Hello vise de plus à constituer un noyau dur de militants très formés et actifs, centrés sur les luttes socio-économiques en entreprise vis-à-vis des prolétaires et sur une ligne unique. En revanche, si la LCR est aussi issue du trotskisme, elle en a une vision beaucoup moins orthodoxe, moins centralisée, et ne cherche pas à maintenir une ligne précise. Elle est en effet moins centrée sur les entreprises et le prolétariat, mais s'investit plus dans les luttes sociétales et a une composition nettement plus étudiante et petite bourgeoise intellectuelle que Hello. Sa base de classe et ses origines liées au milieu étudiant associatif y sont pour quelque chose. Elle autorise de plus les tendances depuis 1974. Sa formation est moins centralisée, moins uniforme, plus sujette aux changements dans le temps. Tout cela fut déterminant dans leurs réactions respectives au tournant néolibéral. En effet, la ligne plus radicale de Hello risque davantage de la cantonner dans la marginalité lorsque les luttes suivent leur cours usuel. Mais sa plus forte base prolétarienne et la formation d'un noyau dur très aguerri et déterminé lui permettraient une meilleure résilience en cas de reflux des luttes, tandis que la relative constance de leur ligne leur permet de réduire le risque de scission pour des histoires de louvoiement. Cela se fera cependant au prix d'une plus grande proportion au puritanisme, même si la faible rotation des postes à responsabilité fait toujours planer le risque d'une bureaucratisation doublée d'une dérive opportuniste. Le puritanisme risque de son côté d'aggraver la bureaucratisation. En revanche, si la vision moins orthodoxe du trotskisme de la LCR lui permet de mieux adapter son discours à la situation du moment, cela peut aussi signifier plus de louvoiement, d'opportunisme en situation usuelle et d'aventurisme suite à des situations plus tumultueuses, donc une moindre résilience. Sa composition de classe, moins ancrée dans le prolétariat et plus étudiante, petite bourgeoise intellectuelle, ainsi qu'un noyau central moins dur, favorise aussi cette moindre résilience, donc une tendance plus grande aux scissions et aux dissensions internes. Si son implication dans les luttes sociétales peut signifier une certaine résilience face au conservatisme, attention à ce que son opportunisme ne l'amène pas à oublier la centralité de la lutte des classes. Si son autorisation des tendances et son moindre centralisme réduit le risque de bureaucratisme, cela ne suffit pas pour l'immuniser à cela, notamment si l'intelligentsia petite bourgeoise prend le pouvoir dans l'organisation par décantation sociale et impose une ligne opportuniste. Dans les deux cas, le premier essoufflement des luttes des années 70, dans un contexte où la bourgeoisie avait contenu l'offensive 68arde et mettait lentement en place sa contre-attaque, causa chez eux une baisse des scores électoraux au profit des formations plus réformistes, ainsi que des dissensions internes et scissions, restant d'abord tendanciellement dans le cadre de l'extrême gauche, puis en direction de groupes plus réformistes à l'approche des années 80.
Notons cependant que les scissions furent moins nombreuses du côté de Lutte ouvrière que de la LCR, ce qui ne fut guère étonnant vu ce qu'on a dit plus haut à leur sujet. Cependant, il faut rappeler que quelques groupes furent exclus de LO sur des désaccords mineurs dans le cadre de la situation française, comme la question du système économique de l'URSS. Elle exprimait alors un biais plutôt puritain. De plus, alors que les actions de LO restaient centrées sur le monde du travail, la LCR connut toute une période au début des années 1970 où, après avoir considéré mai 68 comme une répétition générale, à l'image de la tentative russe de 1905 vis-à-vis de 1917, elle se radicalisa sur la question de l'usage de la violence. À force d'affronter des syndicats patronaux et des partis d'extrême droite, mais aussi de soutenir des guérillas du tiers-monde, elle faillit basculer dans la lutte armée et donc rejoindre en cela quelques groupuscules sur le territoire français, avant de se recentrer finalement sur le milieu syndical et associatif et sur les luttes internes au sein de l'extrême gauche. La LCR a donc d'abord eu une tentation aventuriste. Si LO tint à peu près le coup, la LCR subit gravement ses scissions et dissensions internes. En conséquence, elle déclina bien plus nettement. Puis vint le tournant de la rigueur, à savoir l'affirmation politique majeure du tournant néolibéral en France. La réaction de Lutte ouvrière fut à l'image de ses débuts de la marginalité et l'isolement. Elle cessa ses quelques alliances électorales avec la LCR, se replia sur elle-même et tenta tant bien que mal de maintenir son implantation locale, mais surtout sa ligne idéologique, quitte à ce que la direction refuse la critique et exclue lorsqu'elles sont émises. Le biais puritain se renforça donc quelque peu. En revanche, la LCR a réagi en tant qu'organisation à forte composante petite bourgeoise intellectuelle et étudiante implantée dans le milieu associatif. Pour contrer un déclin commun à toute la gauche lié au tournant néolibéral, et dans son cas une forte perte de militants ainsi que de visibilité, elle décida de se rapprocher d'autres mouvements de gauche radicale comme le PSU, et de soutenir non pas seulement formellement, mais aussi en pratique des réformistes de gauche radicale comme Pierre Juquin. On a donc de ce côté une propension à la compromission opportuniste qui semble se manifester. La seconde partie du tournant néolibéral, celui marqué par la chute de l'URSS, l'introduction brutale de l'économie de marché dans nombre de ces pays et la longue récession qui y suivit, accompagnée de la période de prospérité occidentale des années 90, allait paradoxalement profiter à nos deux groupes trotskistes. En effet, cela eut pour résultat que le PCF en fut gravement affecté, ainsi que discrédité suite à la chute et à la découverte d'archives de l'URSS. Ce parti, bureaucratisé et quelque peu embourgeoisé, eut aussi pour réaction de rallier la social-démocratie et se vautra encore dans le ministérialisme. Mais cette fois avec la participation à un gouvernement Jospin qui a multiplié les privatisations. Il chuta donc en popularité. Les déçus du PCF, trouvant en même temps le PS beaucoup trop mou et recherchant la radicalité de gauche, se tournèrent alors vers LO et la LCR, qui virent donc leurs scores électoraux sensiblement augmenter. Notons cependant que ce contexte, s'il était favorable à une gauche radicale démarquée d'un PCF ramolli et d'un PS vendu au capital, ne l'était pas pour l'extrême gauche dans la mesure où le contexte susmentionné allait de même affaiblir toute contestation révolutionnaire du système en place. Cela allait avoir son importance dans la réaction de nos deux partis à cette deuxième phase. Du côté de LO, on constata, en plus des scores en hausse, un léger desserrement du repli autocentré avec quelques alliances épisodiques avec la LCR, une plus forte participation aux élections avec plus de candidats et plus de listes. Mais il fallut hélas que cette phase de relatif succès pousse lentement la direction bureaucratisée à passer du puritanisme à un opportunisme qui se révéla lorsque cette phase de succès se clôtura, notamment du fait de la concurrence de la LCR avec la figure d'Olivier Besancenot, bon client médiatique, et d'un contexte plus favorable à une ligne de gauche radicale qu'à la ligne d'extrême gauche défendue par LO. Après avoir appelé à voter Ségolène Royal au second tour lors des présidentielles de 2007, LO proposa des alliances avec des partis réformistes lors des municipales de 2008. Soi-disant pour faire barrage à la droite, il s'agissait en réalité de conserver des élus après le retour à la baisse de ses scores aux présidentielles,
dans un contexte bien plus favorable à la gauche radicale qu'à l'extrême gauche. La fraction L'Étincelle, déjà démarquée de la ligne majoritaire sur certains sujets, s'indigna de cet opportunisme et s'opposa à Hello au municipal. Elle fut alors exclue. En revanche, la LCR en tira qu'il fallait se renouveler sous la forme d'un parti anticapitaliste large, pour une nouvelle stratégie de transition du capitalisme vers le socialisme sous une forme démocratique et en s'ouvrant à tous les anticapitalistes, notamment les altermondialistes. Le parti large a ainsi pour but de faire entrer en contact la LCR avec d'autres groupes ne partageant forcément ni le marxisme, ni l'objectif révolutionnaire, ni même le centrage sur les luttes socio-économiques, mais souhaitant se démarquer sur la gauche du PS. Le but étant que ces militants se radicalisent au contact des marxistes révolutionnaires présents dans le parti large. Après une période de succès et de rayonnement médiatique relatif sous la houlette d'Olivier Besancenot, ainsi que des appels à voter contre Le Pen et Sarkozy au second tour des élections présidentielles 2002 et 2007, des débats eurent cours sur la question d'une coalition de toute la gauche antilibérale avec une stricte indépendance du PS. Cela aboutit à la réalisation complète de la stratégie du parti anticapitaliste large sous la forme du NPA. On pouvait d'un côté se dire que cela avait du sens par rapport au contexte du moment. En effet, la fin des années 90 jusqu'au début des années 2010 avait vu le mouvement altermondialiste se positionner en tête de l'opposition de gauche radicale au capitalisme néolibéral et mondialisé. Le discrédit jeté sur la voie révolutionnaire et les anciens mouvements ouvriers, qui ont depuis fréquemment trahi, du fait du contexte susmentionné, favorisait en effet le renouvellement de l'opposition sous la forme d'une gauche radicale, antilibérale et altermondialiste. Seulement, le choix de cette voie ne tranchant pas entre réforme et révolution, aboutissant à une organisation mêlant des réformistes avec des révolutionnaires, avec un programme commun entre les deux et se basant sur un anticapitalisme tronqué, constituait une déviation opportuniste du front unique, le front unique étant une méthode organisationnelle que j'ai déjà traitée en vidéo. Dans ce cas-là, cette déviation risquait d'entraîner de nombreuses dissensions internes sur la question du clivage réforme-révolution. Et c'est ce qui se produisit. Durement concurrencé par le front de gauche sur sa ligne de gauche radicale antilibérale, qui bénéficiait du soutien du PCF, avec tous ses élus et militants locaux nombreux et assidus, ainsi que d'une figure de tribun avec Jean-Luc Mélenchon, le NPA vit ses résultats électoraux chuter, subit une forte hémorragie militante en direction du front de gauche puis de l'AFI, puis s'en mêla, et s'en mêle d'ailleurs toujours, dans ses contradictions insolubles entre réforme et révolution.